Soyez les bienvenus au royaume de la fanatique Air Force. D'habitude, je fabrique une cinquantaine, une soixantaine d'avions par an. C'est mon rythme depuis un certain temps. Cette année, je vais avoir du mal à aller à 40 ou 50. Et combien de temps mettre pour faire un avion? C'est très compliqué parce que j'allais dire que ça peut varier de 15 jours à un an. Alors, un avion pas trop compliqué, je pense qu'il faut une quarantaine d'heures. Mais le temps, en réalité, ça compte pas, quoi. J'ai toujours plusieurs avions en cours. Comme, quand on fabrique un avion, il y a la phase 1 qui consiste à faire monter la coque et l'intérieur. Il y a la phase 2 qui est la décoration peinture. Puis la phase 3 ou 4, il y en a même une 5e si on veut. Donc il y a toujours des avions qui sont en phase 1, des autres qui sont en phase 2, en cours ou en attente de peinture, puis il y en a qui sont en finition. Sinon on n'arrive pas, sinon on ne peut pas faire que de la phase 1. On a fait de la phase 1, par exemple, je vais peindre, s'il gèle, il faut que j'attende qu'il s'arrête de geler. S'il fait trop chaud comme cet été, il faut que j'attende qu'il fasse moins chaud. Donc si je ne peux pas peindre, je fais autre chose. Alors ça, c'est une boîte de Mirage, par exemple. Alors, on l'ouvre. Il y a une notice de montage et il y a des grappes. Des grappes, alors ça, c'est le fond de l'avion. Ça, c'est le dessus des ailes, avec les entrées d'air. Ça, ce sont les décorations qu'on mettra. Et dans une autre grappe, il y a le fuselage, avec, on ne les voit pas bien, les parties vitrées de l'avion. Donc il faut que je dégrappe tout ça, que je nettoie, que j'assemble en demi-coque. Une fois que j'ai assemblé les demi-coques, on a quelque chose qui va ressembler à ça. C'est pas tout à fait la même chose, mais voilà. Une fois que j'aurai fini l'assemblage de l'avion, je lui aurai installé à l'intérieur les sièges et toute l'instrumentation. Là, je lui ai mis ses ailes. Là, il est pratiquement en fin de phase 1. C'est-à-dire que bientôt, il va pouvoir... je vais refermer ça pour que ça ne soit pas gâché pendant la peinture. Il va pouvoir recevoir sa peinture. On peut faire le même avion, mais je dis bien le même, avec plusieurs sens. Le même, ça voudra dire que je vais fabriquer le Mirage numéro 312, mais je vais le faire 3 fois. Je vais le faire quand il était à Dijon, je vais le faire quand il était à Nancy, je vais le faire quand il était à Luxeuil. Alors il n'aura pas forcément la même couleur, mais il n'aura surtout pas les mêmes codes. Il servait à faire à tester les pilotes en vol de nuit. Ça, c'est pas le moteur, ça, c'est les casiers à munitions. Celui-là, c'est un avion extrêmement célèbre. Il était piloté par Cunningham et Driscoll, 2 pilotes de la marine américaine. Le 10 mai 1972, Cunningham avait déjà 2 victoires à son palmarès. Il avait déjà abattu 2 MiG c'était au Vietnam. Et ce jour-là, le 10 mai, ils sont partis avec des bombes, etc. Ils sont allés bombarder une aciérie. Et au retour, ils ont été pris à partie par les MiG vietnamiens. Et là, il y a eu une bagarre. Et Driscoll a abattu 3 MiG. 1, 2. Normalement, le 3e, ça a été très difficile, parce que c'était un très très bon pilote. Il a fallu, alors c'était il fallait monter, on montait ensemble, c'était celui qui descendrait le premier qui se ferait tirer. Ils ont fait ça 3 fois.
Puis la troisième fois, Driscoll, il a dit, j'en ai assez, il a fait un truc qui était franchement interdit, il a sorti les aérofreins. Et comme il a sorti les aérofreins, ou il a coupé les gaz. Non, il a plutôt sorti les aérofreins pour garder de l'énergie avec les moteurs. Alors les aérofreins fermés, ouverts, le MiG il est passé devant, bang, il l'a descendu. Alors, mais au moment où il partait, paf, il se fait piquer, il se fait shooter par un SAM, un missile qui venait du sol. Alors, il est parti en tonneau, oui, jusqu'à la mer, en maintenant l'avion, puis finalement l'avion il était complètement incontrôlable, éjection. Alors Driscoll et Cunningham se sont éjectés, avec leur petit bateau ils ont essayé de l'attraper, mais il y a un hélicoptère de la marine qui est arrivé, qui a rattrapé mon Driscoll et mon Cunningham, et 20 minutes après il y avait 2 saumons bien mouillés sur le pont du Mortagne. Je suis très centré sur l'aviation de chasse à réaction depuis la guerre de 40, mais j'aime bien faire des avions de ligne, vous avez vu, j'ai des Concorde, j'ai des Boeing 747, j'ai l'Airbus 380, bon, j'en ai un. Hein, bon. Et puis j'aime bien. Alors il y a des choses que je ne fais pas, c'est tout ce qui précède la guerre de 40. Alors mon principal marchand, il habite à Dijon. C'est lui, j'ai une maquette 21, c'est Passage Bossuet. On peut en parler parce que c'est des spécialistes, dans la région il n'y a qu'eux. Et puis quand j'ai besoin de choses qui n'existent pas chez eux, bah, j'ai Internet. On a même des gens qui fabriquent des pièces. Par exemple, le bombardier que je suis en train de construire, si je le pose sur les trains d'atterrissage qui sont dans la boîte, il ne tiendra pas, il va s'effondrer, parce que la maquette est trop lourde. Eh ben, j'ai trouvé aux États-Unis un brave bonhomme qui fait les trains d'atterrissage en métal. Je vais mettre les trains d'atterrissage en métal, il va tenir bien. L'impression 3D m'aide beaucoup pour des petites pièces à faire ou que j'ai perdues. À ce moment-là, je vais dans une boîte et puis je donne à notre ami la pièce en lui disant tu m'en feras 2 ou 3 et ça me permet de m'en sortir. Puis je peux faire des variantes. Et la première maquette que j'ai eue, c'était mon père qui me l'avait achetée à Paris, à la Source des Inventions, et c'était mon 13e anniversaire. Je fabriquais 1 ou 2 avions par an ensuite parce qu'on pouvait en avoir en Belgique, mais c'était pas simple. Je me fournissais en Suisse, j'avais un magasin à Vevey. Quand j'ai eu mon permis de conduire, un jour je passe à Vevey, il y avait un beau magasin. Donc je me suis fourni en Angleterre aussi. La France a été très long à venir. Et quand je me suis marié, j'avais 25 ans, je devais avoir une centaine d'avions, pas beaucoup plus. Et puis là, à ce moment-là, je me suis mis à construire, et je n'ai pas arrêté. La motivation, elle est simple, c'est que on dit, j'ai dû sans doute dire maman, mais on dit que le premier mot intelligent que j'ai dit, c'était avion. Et je crois que c'est vrai. Parce que ça m'a toujours intéressé, j'ai toujours été scotché par les avions. Je n'avais qu'un rêve, c'était de passer mon brevet de pilote. Ce que j'ai fait dès que j'ai eu 16 ans, j'ai passé mon baptême de l'air. Non, dès que j'ai eu 15 ans, j'ai passé mon baptême de l'air. J'étais jamais allé à l'aéroclub avant parce que je croyais que c'était un club fermé, je ne savais pas comment il fallait faire. Puis quand je suis arrivé et que j'ai pris mon baptême de l'air, on m'a dit ben si, vous venez quand vous voulez, on vous fera passer votre brevet. Alors j'ai passé mon brevet et j'ai passé mon brevet de pilote avant mon permis de conduire. Voilà, la motivation c'est ça. La motivation c'est l'amour de l'aviation et puis aussi l'amour de le faire partager. Moi je suis très content que vous soyez là.